Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler, avec quelques jours de retard seulement, des films de l'année 2025 que j'ai pu voir. Je dresse ici mon bilan annuel en partant des films que j'ai le moins appréciés pour en arriver à ceux que j'ai le plus appréciés. Je vais donc passer en revue tous les films de l'année que j'ai pu voir, quasiment 80. C'est maintenant la 7e année d'affilée que je me livre à l'exercice et la 2e année que c'est un podcast parce que c'est une vidéo travailler, mon Dieu, c'est pas croyable. Et ce classement, je le précise également, est bien évidemment purement subjectif, donc ça ne sert à rien de s'injurier si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, parce que c'est tout à fait normal d'avoir des accords et des désaccords. J'indique également que dans la description de cette vidéo, je mets le lien des playlists afin de pouvoir retrouver toutes les vidéos des films de 2025 dont j'ai pu parler sur la chaîne, ainsi que les podcasts de mon cher collectif Lumière sur Toile. Vous êtes prêts? C'est parti! En 79e position, Submersion. J'ai eu l'impression de voir un film alcoolisé qui m'a invité à sa fête d'anniversaire, mais en me laissant assis sur une chaise pour le regarder danser. Le début du métrage donne envie, avec une montée des eaux stressante, mais le scénario s'avère beaucoup trop foutraque et désagréablement conçu. En 78e position, et je ne pensais jamais mettre un film de ce réalisateur si bas dans un classement annuel, The Finishing Scheme, réalisé par Wes Anderson, qui nous offre, nous vend quasiment 20 balles au cinéma, un film extrêmement déceptif et très mauvais. Le plaisir de retrouver des actrices et des acteurs dans le cinéma fleuve de Wes Anderson m'a permis de tenir un peu, notamment avec un Benedict Cumberbatch aliéné. Le film s'emballe beaucoup trop quand il s'agirait simplement de comprendre son histoire. On n'a pas le temps de suivre, la musique n'est pas marquante, le combat final volontairement ridicule peut amuser, mais ne fait pas oublier que le fond est aux abonnés absents. En 77e position, et il s'agit également d'une immense déception, Le Grand Déplacement. Jean-Pascal Zadi échoue lamentablement là où il avait pourtant réussi son premier film en tant que réalisateur tout simplement noir. L'humour tombe à plat, des traits soi-disant d'humour sont lourdingues, problématiques, pas recherchés du tout et mal rythmés. Le film deviendrait presque intéressant dans son scénario au moment, pas de bol, où le générique de fin se lance. Le montage est raté et l'identification au personnage est inexistante. Je sauve seulement quelques plans dans l'espace qui sont appréciables. En 76e position, et les déceptions immenses continuent, L'étranger. On m'a dit que le livre de Camus était inadaptable, eh bien je confirme, le pire film de François Ozon, c'est un foirage complet. Benjamin Voisin continue de jouer comme une patate, je n'aime pas du tout cet acteur et son personnage m'a épuisé d'ennui. J'ai rarement vu un acteur autant plomber un film. Le film a des errances scénaristiques pharaoniques. Rebecca Marder et Pierre Lotin sont employés ici comme des clichés ambulants d'eux-mêmes, c'est d'une tristesse. Je ne sauve que le noir et blanc qui a le mérite de proposer une esthétique par rapport aux ombres et une dichotomie par rapport à la chaleur algérienne des lieux. Pas beaucoup quand même, hein? En 75e position, Rembrandt. J'ai eu la bonté de ne pas m'endormir devant cette daube exaspérante d'écriture lamentable. C'est une telle épreuve de se farcir un étron pareil, malgré un casting appréciable d'ordinaire, que j'avais au moins l'énergie de me moquer du film une fois son générique de fin enfin venu. Mais que sont venus faire dans ce projet Camille Cotin, Romain Duris et les frères Podalides? En 74e position, Blanche-Neige, enfin Blanche. Bref, j'ai profondément été énervé de suivre une histoire que j'ai pourtant appréciée enfant, être ici retranscrite avec une paresse insipide pareille. Rachel Zegler semble empaillée, tandis que Gal Gadot se croit visiblement à son pot de départ à la retraite, en train de chanter les démons de minuit sans même respecter son propre karaoké. Mark Webb, pourtant très bon réalisateur, notamment des Amazing Spider-Man, peine ici à exister dans cette énième adaptation live-action Disney, blablabla. Passons à la suite.
En 73e position, attention, préparez-vous à méditer et à prier pour Saint Tom Cruise en personne, Mission Impossible, The Final Reckoning. En substance, voici ce que les défenseurs du film m'ont dit sur ce métrage. Le scénario, ce n'est pas le plus important, il faut se concentrer sur la narration visuelle. En gros, c'était ça. Bien, maintenant... place à l'accusation. L'exposition est lourde, inefficace, laborieuse et ne s'appuie même pas sur l'aspect contemporain de sa menace. C'est ballot. L'équipe du film ne s'adresse pas au public, mais à l'ego trip maladif, écœurant et vomitif de Monsieur Tom Cruise en personne. L'illuminé d'Hollywood, plein de thunes qui fait joujou avec ses... Il faut penser à la conception et à la réception de son film, enfin. Pensez à l'écriture des dialogues, au scénario et à l'explicitation notamment des quêtes intermédiaires. Le méchant Gabriel est devenu le Joker en cours de film, mais sa mort est très drôle. Bon, alors comme ça, on rigole. Même si je ne sais toujours pas si le film voulait nécessairement qu'on en rigole, mais écoutez, c'est comme ça. En 72e position, Mercato. Jamel Debbouze n'est pas du tout crédible dans ce rôle dramatique. La direction d'acteur est complètement loupée, le film n'est pas crédible car le métrage ne démarre pas au bon moment, tout simplement. Mercato est un film aux intentions des plus chancelantes, voire gênantes et ultra simplistes. C'est un film qui manque d'intelligence et qui veut critiquer négativement le business du foot, tout en gardant quand même une relative retenue. C'est assez bizarre. En 71e position, Chien 51. La mise en scène semble assurée par un manchot qui a croisé sa paire de skis lors d'un séjour pierre et vacances au pôle Nord. Le ridicule ne tue pas, mais il peut rendre des films particulièrement stupides. Les cheveux du casting et la cartographie parisienne sont à pleurer. Ce n'est pas maîtrisé, pour rester très poli et gentil. La fin du film est expédiée et pas du tout sincère en plus, visiblement. Cédric Jiménez, si vous voulez continuer de couler, faites-le directement sur Netflix, ça permettra d'avoir dans le catalogue un énième film d'action à visée internationale, sans âme, avec un filtre immonde et avec un titre rouge. En 70e position, Eddington. Comme Midsommar, dont j'ai entendu Monts et Merveilles lors de sa sortie en 2019, je ne comprends pas ce qu'on trouve à ce film. Ari Aster et moi sommes décidément des êtres plus qu'incompatibles. Je suis très triste de voir Emma Stone dans un mauvais film et même Joaquin Phoenix dans une superbe série. Après Joker 2, c'est un sans faute. Et même Pedro Pascal, que c'est triste. Par contre, écoutez, Austin Butler est comme à son habitude fidèle au poste, transparent. En 69e position, Lune de miel avec ma mère. Des scènes sont vraiment mignonnes, mais j'ai trouvé ce film trop tendre et niais. Et pas assez recherché en termes d'humour, ça manquait un peu de surprise également. En 68e position, Running Man. Le film m'a empêché de l'apprécier car la cohérence de l'univers pêche considérablement et gâche trop le plaisir primaire que le moment devrait occasionner. Le recours à l'IA par les méchants du film ne tient pas la route et aurait dû être évincé pour faire un peu plus tenir la route au film. C'est trop long, caricatural et bancal. Le fond du film est bon, mais il t'est placardé à la figure. Formellement, c'est assez efficace. En 67e position, Ballerina. Des moments d'action exagérés, mais quelques très bonnes chorégraphies, notamment avec la scène des grenades. Le scénario est très faible et le film a tendance à s'aborder en moins de deux le potentiel scénaristique de situation pour certains personnages. Monsieur Keanu Reeves, alias John Wick, pour le chèque, est présent, mais il empêche Ballerina de vivre son aventure propre et tire trop la couverture sur lui. Tiens, comme c'est surprenant. La saga n'ose pas faire mourir ses personnages, donc la tension ne prend pas, car ça manque d'impact. Il y a malheureusement des facilitations systématiques pour le personnage d'Eve, des moments de temporisation des méchants quand l'héroïne est en difficulté, et par moments plus de pistolets, donc les mains nues, les couteaux. Bref, Ana de Armas a du mal à choisir ses projets. En 66e position, le mélange des genres. Michel Leclerc, et pas Carrefour, s'est pris les pieds dans le tapis thématique de son film. Des fautes de goût en fin de film, où un homme et une femme dans un huis clos, ça ne peut occasionner que du sexe.
C'est quand même assez triste. Un film qui se voudrait visiblement féministe et drôle, mais qui devient vite contre-productif car trop maladroit et imprécis. Des moments certes drôles, mais le fond pêche trop, pour apprécier pleinement la proposition qui est ratée. En 65e position, Panique à Noël et en 64e position, 100 millions. Deux films qu'on ne suit pas de manière désagréable de bout en bout, mais qui auraient dû sortir directement à la télévision ou sur plateforme. Ce sont des téléfilms qui manquent d'ambition cinématographique. J'en ai désormais terminé avec les films de 2025 que j'ai vus et que je n'ai pas appréciés. J'en arrive désormais à des films que j'ai trouvés à minima passables. En 63e position, Lilo et Stitch. Un film axé pour les enfants et ça se sent trop. Les enjeux dramaturgiques sont complètement aseptisés, que ce soit les enjeux de Lilo, de Stitch, de l'assistante sociale, des aliens, et le film n'ose pas se lancer dans des enjeux trop conflictuels. Les enfants peuvent pourtant sentir de manière palpable des enjeux qui font peur. Ça permettrait de les marquer sur du long terme. Mais le film ici ne prend pas cette direction, il n'est pas désagréable, mais il manque de fondement et d'introduction correcte. L'histoire manque de profondeur et le final est beaucoup trop mielleux. Mais j'ai quand même bien apprécié le personnage de l'alien fanatique de la planète Terre qui m'a amusé, heureusement qu'il était là. Et désormais, je ne l'ai pas fait exprès, mais 4 films Netflix vont s'enchaîner dans ce classement. Quand je dis que la plupart des films Netflix que je vois sont moyens, en voici une belle illustration. En 62e position, Ad Vitam. Guillaume Canet s'investit bien dans son rôle et le début du film donne envie, même si, malheureusement, on tombe vite dans les travers scénaristiques habituels des films d'action originaux Netflix, avec une narration pas très bien tenue et un final de course-poursuite trop long et brouillon. En 61e position, Banger, un film beaucoup trop épuré dont j'ai l'impression qu'on me cache plein de scènes qui auraient pu gonfler mon intérêt pour l'intrigue avec une Laura Felpin sous-utilisée, mais un Vincent Cassel qu'on est content de voir. En 60e position, The Electric State. Le scénario de ce film des frères Rousseau m'a énormément résisté. Heureusement que le casting est appréciable avec Chris Pratt et Millie Bobby Brown, que les effets spéciaux sont très propres et que l'émotion pointe le bout de son nez en fin de film. Ça reste une déception quand on a réalisé 2 films Avengers de pondre un métrage pareil. En 59e position et toujours sur Netflix, Back to Action. Le postulat de départ est attrayant avec le retour à l'écran de Cameron Diaz, mais de fil en aiguille, on perd en intérêt avec ce métrage. En 58e position, Elio, un énième film Pixar sympatoche, assez moyen et oubliable, avec cependant une touche Spielberg de rencontre du troisième type, par moments plaisant, avec quelques bons traits d'humour, mais un film qui, en général, manque d'originalité et de prise de risque. En 57e position, Indomptable, un film de personnage avec un policier au Cameroun en déformation professionnelle puisque policier avec sa famille, un personnage avec des attitudes étonnantes qui intriguent, mais un film qui ne m'a pas tant marqué que cela. En 56e position, un succès au box-office mais un échec critique, Minecraft le film. Je ne peux pas détester ce film. J'ai découvert ce film dans un contexte très favorable pour rigoler, dans un sas de décompression avec 2 amis après avoir passé des épreuves importantes pour notre carrière professionnelle. Je ne vais pas m'excuser d'avoir passé un bon moment devant ce film, qui est certes ringard, et c'est le vieux jeune ringard qui dit ça, c'est moi. J'ai vu le film en VF avec un humour râle et pâquerette. C'est un film certes très moyen en soi, mais dont je garde un bon souvenir en salle de cinéma. En 55e position, La femme de ménage, l'adaptation d'un best-seller littéraire qui est d'ailleurs cette adaptation elle aussi un franc succès et qui m'a convaincu en partie. La sauce parvient globalement à prendre avec l'envie de nous surprendre malgré des lourdeurs d'écriture. En 54e position, Amélie et la métaphysique des tubes.
le film d'animation qui adapte le livre d'Amélie Nothomb que je n'ai jamais vraiment compris. Le film est quand même bien plus digeste du point de vue de la compréhension que l'on peut en avoir, avec des sous-entendus intéressants. L'aspect visuel marque vraiment, mais je n'ai pas réussi à rentrer dans le film autant que j'aurais dû, et je n'ai pas été totalement au rendez-vous émotionnel malheureusement. Un métrage qui m'a quand même résisté, donc à revoir, mais je comprends que l'on fasse de ce film son métrage de l'année. Coucou Jasmine. En 53e position, House of Dynamic. Un film original Netflix, tiens, ça faisait longtemps, plein de promesses, doté d'un début prometteur, mais au résultat finalement trop minimaliste à mon goût. En 52e position, Jurassic World Renaissance. L'exposition du film et la caractérisation du personnage de Scarlett Johansson sont ratées, mais passé ces écueils, le film a une partie aquatique vraiment prenante qui nous rappelle les Dents de la mer. Les effets spéciaux m'ont plus impressionné que la mise en scène qui manque d'idées de grandiose. Les scènes nostalgiques rappelant Jurassic Park 1, avec des scènes et des musiques y faisant écho sont réussies. J'ai passé un bon moment devant ce film d'action, d'aventure surtout, même si le grand vilain dinosaure est une faute de goût sur pattes, qui fait plus xénomorphe d'Alien que dinosaure préhistorique de Jurassic Park, mais au moins il y a une tentative de renouveler un petit peu cette saga. En 51e position, aux portes du top 50, Downton Abbey 3, le grand final. Un film qui cherche à être très tire-larme pour son opus final avec un tiers de film destiné à faire nos adieux à pléthore de personnages au point de précipiter au préalable la résolution du scénario propre de ce film. On voit vraiment ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire qu'on a un film de fans. Ça a presque un côté un peu making-of final d'une certaine manière. Certes, on a une très belle mise en scène avec un casting au jeu très maîtrisé, mais où est la surprise dans tout ça ? Le film évoque l'évolution des mœurs sociétales des années 1930, mais ça reste très secondaire finalement. Il faut vraiment, par contre, désormais, passer bel et bien à autre chose et savoir s'arrêter quand même. Downton Abbey a bien vécu. En 50e position, et dans le top 50 de justesse, youpi! Un parfait inconnu, un biopic sur Bob Dylan qui se concentre plutôt sur son début de carrière avec la performance chantée de Timothée Chalamet qui m'a épaté et avec un parallèle entre ces différentes relations sentimentales qui est vraiment pertinente. James Mangold, ici, ne cherche pas à révolutionner la mise en scène du genre biopic, mais s'intéresse aux thématiques d'un Bob Dylan qui veut s'extraire de la case musicale de la folk pour explorer de nouvelles sonorités. Dommage que le film cède à l'académisme pour que Timothée Chalamet aille chercher son Oscar qui, je crois, ne l'a toujours pas, mais j'avoue que je ne suis plus du tout les palmarès des cérémonies des Oscars. En 49e position, Rapace. Un duo de personnages père-fille, journalistes voyeuristes en début de métrage, que nous suivons avec un intérêt plus que correct. La tension prend, même si la mise en scène et le montage m'ont parfois posé souci. En 48e position, Mickey 17. Bong Joon-ho délivre ici un film puissant d'un point de vue métaphorique par moment, avec une idée de clonage employée avec originalité, encore bravo pour l'idée du plan A3, mais un métrage qui souffre de sa longueur et qui finit de manière trop brouillonne avec un message capillotracté. C'est dommage de la part du réalisateur de Parasite. En 47e position, il n'y a plus de réseau. Un petit film comique qui se suit agréablement avec un Maxime Gasteuil cabotin qui rend probablement ainsi hommage à Jim Carrey. Le film s'inscrit dans la lignée d'un Maman j'ai raté l'avion, même si le film de 1990 reste un meilleur métrage. Une pensée d'ailleurs pour Catherine O'Hara. En 46e position, une bataille après l'autre. Un film qui vaut surtout pour la performance de Sean Penn en militaire masculiniste plus que toxique. Le film a de belles idées de mise en scène, d'action et de course-poursuite, mais la dénonciation du machisme m'a posé problème, au regard du temps de présence à l'écran bien trop limité des femmes, malheureusement. Le message du film m'avait été vendu, par ailleurs, comme étant bien plus engagé d'un point de vue révolutionnaire que ce que j'ai vu.
Donc là-dessus, j'avoue avoir été vraiment déçu. Mais le métrage, malgré ses défauts, se regarde et ne paraît pas forcément si long, malgré ses plus de 2h30. Donc un bon film pour moi, mais je trouve qu'on en fait beaucoup trop sur ce métrage. Je n'ai pas fait exprès, mais vont ici s'enchaîner 3 films d'animation. En 45e position, Falcon Express. Ce film d'animation montre aux enfants la misère sociale d'animaux, ce qui n'est pas si fréquent. Le combat final entre animaux dans le train en mouvement exploite très bien l'environnement des lieux montrés. Il y a des petites références et un cynisme qui peuvent bien plaire aux adultes également. Du studio, je préfère quand même un As de la Jungle 2, où je ressens davantage l'effet de troupe et un scénario plus abouti. En 44e position, Super Grand Prix. Ce film humain s'inspire grandement de Cars 1, qui est l'un de mes films de chevet. Les scènes de course sortent d'un carcan réaliste, ce qui est très appréciable, avec aussi une enquête à mener qui doit faire frissonner les enfants avec le personnage du corbeau. Les lieux représentés sont agréables et intéressants à comparer avec la réalité. Il y a une vraie réflexion d'ailleurs à mener sur le regard étranger de lieux qui ne sont pas forcément des plus connus et maîtrisés d'un point de vue personnel. C'est un petit film d'animation sympathique. En 43e position, Marcel et Monsieur Pagnol. L'animation atypique de Sylvain Chomet continue de me satisfaire grandement. Un biopic au rythme effréné, original, mais qui aurait pu l'être encore davantage, avec la chronologie de la vie de Marcel Pagnol et un final un peu trop abrupt à mon goût. La question du clivage Paris-Province habite le film, tout comme l'accent marseillais mis à l'honneur dans ce film, ce qui est très appréciable. En 42e position, L'amour c'est surcoté. Un film attachant pour les performances de son casting et la présence de personnes sous-représentées, voire quasiment pas représentées d'ailleurs, dans les films et encore moins dans les rom-coms, les comédies romantiques. Les scènes avec François Damiens m'ont sorti du film, tout comme plus globalement les dialogues que je n'ai pas forcément très bien compris systématiquement. Mais je dois être bête, un peu trop vieux par rapport à la jeunesse que je suis censé incarner et être un peu ignare. Mais la sincérité du projet et son originalité dans un genre balisé m'ont vraiment plu. En 41e position, Captain America 4 Brave New World. Un film qui part un peu dans tous les sens. J'avoue que j'aurais aimé apprécier le film vraiment davantage, car plein d'idées avec un superbe potentiel sont posées, pas forcément très harmonieuses et pas assez développées. Le mystère qui avait du potentiel autour du personnage de Harrison Ford alias General Ross est révélé dès la promotion du film, ce qui est quand même un peu ballot. Le combat final Captain America Hulk Rouge n'est pas très long, mais m'a vraiment beaucoup plu, même s'il ne semble pas occasionner de conséquences politiques, mais nous verrons bien avec les prochains films du Marvel Cinematic Universe. En 40e position, Avignon. Un film qui cherche à être à la fois une comédie romantique et une dénonciation du clivage d'art populaire contre art plus élitiste. Des maladresses et des longueurs ne rendent pas le film excellent, mais le tout s'apprécie fort bien. En 39e position, Zootopie 2. La caractérisation déconstruite du duo de personnages principaux a ses avantages et ses inconvénients. Cette phrase était très longue. Beaucoup de références dans le film, mais un rythme trop effréné pour les saisir au vol. Tout en tout cas. Un film survitaminé, un peu régressif, dont je questionne la postérité. Je préfère pour ma part Zootopie 2 à Zootopie 1, ce qui est assez rare, même s'il est un peu difficile aussi de créer toujours dans ces deux films des retournements de situation qui, à mon sens, sont toujours autant téléphonés. Un message semblable à Zootopie 1, mais avec des personnages différents, donc ça m'a plutôt bien plu. En 38e position, Les Rêveurs. J'ai senti pendant le visionnage de ce film que le sujet des mineurs internés pour cause de détresse psychologique tient à cœur de la réalisatrice-actrice Isabelle Carré. Le casting adolescent joue très bien. Je ne mets pas ce film plus haut dans mon classement car il ne m'a pas accompagné plus que cela les semaines et les mois suivant la séance. J'étais même assez surpris de cela, mais il en est ainsi, ça reste quand même une belle place honorable. Encore deux films qui sont à mon sens bons avant d'en arriver au très bon film. En 37e position, Alpha.
Je n'ai pas adhéré au parti pris narratif du film, mais les interprétations des actrices et d'acteurs, la déclinaison du sujet traité du sida et de la toxicomanie dans une atmosphère de science-fiction m'ont agrippé et fait froid dans le dos, littéralement. En 36e position, 7 est mieux demain. Une comédie vraiment plaisante portée par le duo Didier Bourdon, Elsa Zilberstein avec des moments kitsch. Le film n'est plus surprenant une fois qu'on a pris connaissance de son concept, mais le métrage, une sorte de mix d'ambiance, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, les visiteurs, prend bien. En 35e position, Better Man, le Rise and Fall de Robbie Williams. Ce n'est pas une hagiographie, on met ici en avant la descente aux enfers et la démence paranoïaque de Robbie Williams, marquée notamment par une scène de concert qui nous rappelle la planète des singes. Une progression intéressante dans ce film, même si des écueils inhérents au genre biopic persistent. En 34e position, les Bad Guys 2. Malgré un ventre mou, une suite à l'image de son premier opus, un métrage très dynamique, avec un démarrage explosif, des musiques entraînantes et un final satisfaisant. En 33e position, Materialists. Un film peu apprécié de manière générale, non sans défaut, mais qui a su me cueillir de bout en bout et émotionnellement lors de la séquence finale. En 32e position, Arco. Un film d'animation français qui ne peut pas ne pas nous faire énormément penser à un film Ghibli en termes d'animation, de musique, de traitement des thématiques et des personnages, et même de conception de scénario. Dommage que le début du film soit si mollasson. En 31e position, Les enfants vont bien. Un film au sujet qui interpelle concernant la place de la maternité dans la vie d'une femme et l'importance de la mère dans la construction d'un jeune enfant en plein développement. Le film est excellemment porté par une Camille Cottin tout en intensité et avec une vraie présence comme toujours. Le film manque néanmoins d'une forme de jusqu'au-boutisme sur sa fin qui ne m'a pas vraiment contenté contrairement au reste de ce sinon très bon film. En 30e position, L'amour au présent, un film qui m'a plu et ému. Certaines scènes sont vraiment marquantes et nous restent en tête, même si je pensais que ce film me plairait encore davantage. Le duo Florence Pugh, Andrew Garfield nous saisit émotionnellement, mais il manque un petit quelque chose à ce film pour figurer bien plus haut dans mon classement. En 29e position, God Save the Tuche, ou Tuche 5. L'esprit reste le même, beaucoup de gags vocaux avec des calembours et des répliques à côté de la plaque. L'alchimie Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty se perpétue avec un beau moment d'émotion dans le film, brisage du 4e mur, référence au cinéma, rire par anticipation, bon montage, ça ne vole pas haut, c'est un délire décérébré qui peut faire du bien en ces temps difficiles. Théo Fernandez, alias Donald Tuche, en a assez d'être là et ça se sent trop par ailleurs, ça c'est dommage par contre. En 28e position, Wake Up Dead Man, une histoire à couteau tiré. Ce 3e épisode d'À couteau tiré a le mérite d'être très différent de chacun de ses 2 prédécesseurs. Rian Johnson nous emmène ailleurs de nouveau. Le scénario et le personnage du jeune prêtre sont captivants. Mais le personnage de Benoît Blanc, pourtant campé par Daniel Craig, m'a moins séduit que d'habitude. Un très bon film, bien que le moins bon à mon sens de la trilogie et à des années-lumière de la réussite totale du premier à couteau tiré dans mon top 10 de la grande année de cinéma 2019. En 27e position, La guerre des roses. Jay Roche est de retour à la réalisation après Scandale qui était mon film de l'année 2020. Un duo Benedict Cumberbatch-Olivia Colman qui nous immisce dans une guerre totale de couple où je n'ai cessé de changer de camp au fur et à mesure de la descente aux enfers de cette crise conjugale. Le film peine à exister au-delà de son duo principal et les autres personnages ne sont pas forcément brillamment écrits, mais le noyau du film est fort avec une fin que je n'oublierai pas de sitôt. En 26e position, L'homme qui rétrécit. Un huis clos avec Jean Dujardin et des décors brillamment pensés et mis en scène, marquant d'ailleurs également pour la progression angoissante de la réduction de taille, entachée malheureusement par une voix off, exigée par les producteurs, insupportable voix off qui surligne et alourdit le début et la fin du métrage. En 25e position, Les Schtroumpfs, le film. Nous avons droit à une aventure des Schtroumpfs atypique
comique et dépaysante, même si l'essence humoristique des Schtroumpfs est là, mais pas complètement. Un film d'animation des Schtroumpfs qui s'essaie à l'image de Marvel au délire de multivers. Cette intention surprenante est ici très bien exécutée avec une belle animation et des personnages bien campés. En 24e position, l'âme idéale. Une avalanche de bons sentiments pour nous offrir un Joséphine Ange Gardien cinématographique, un concept simple mais fort et vraiment très bien mené. Dommage que la bande-annonce en révèle autant sur ce film car ça m'a un peu gâché des scènes du début du métrage qui auraient dû me surprendre. En 23e position, Paddington au Pérou. L'air de rien et sans être au niveau de l'opus précédent, nous assistons à un film d'aventure familiale mignon et sensible. Cette fois-ci, Paddington et sa famille d'humains quittent la grande ville pour un film très agréable dans de lointaines contrées péruviennes où le film manque d'originalité mais s'avère efficace et les performances du casting humain ainsi que la voix des ours sont vraiment appréciables. En 22e position, Gérald le Conquérant. Un film très drôle de Fabrice Eboué qui sonne très Quentin Dupieux. J'ai été fasciné d'observer l'obsession régionaliste complètement hors sol d'un personnage normand et je me suis demandé comment le film va pouvoir convertir son postulat de départ rigolo en long métrage et le film y parvient, tout le monde en prend pour son grade et le film est assez irrévérencieux. En 21e position, Le Répondeur. Une belle réussite comique avec un très bon travail auditif et une belle touche de comédie romantique. Salif Cissé, très bon imitateur, Denis Podalides avec un jeu toujours aussi juteux et le jeu très surprenant de la magnétique Clara Breteau. Le film post-confinement du début des années 2020 évite un certain nombre d'écueils dans lesquels il aurait été assez facile de tomber les pieds joints, même si le métrage traîne un peu en longueur et l'enjeu de survie d'un théâtre est plus prétexte que véritablement ressenti. En 20e position, L'accident de piano. Un film de Quentin Dupieux qui ne cherche pas à être drôle, un film curieusement très terre-à-terre, éminemment dépressif et misanthrope avec tous ses personnages sauf celui de Dimitri. Un métrage qui questionne sur le statut d'artiste et la définition de l'art. Un film également sur une humanité désaccordée, à l'image de la musique du film, et une colorimétrie très obscure. Le ton surprend donc beaucoup, et Quentin Dupieux reste dans du cinéma d'absurde, mais plus du tout sur un versant comique. Il montre ici à quel point le réel est devenu absurde pour lui. Le film manque peut-être un peu de mysticisme habituel de Quentin Dupieux, nul doute ici que nous avons tout compris du film et qu'il n'y a plus vraiment de place pour des interprétations dont nous ne serions pas sûrs de la pertinence, mais ça reste un très bon film. Merci Quentin Dupieux, vous êtes visiblement revenu. En 19e position, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. L'adage complètement faux quand on veut, on peut s'applique ici en étant cela dit assez bien justifié par le film, dont la vision de la réussite en carrière sonne quand même très de droite. Mais le plus important est ailleurs, Leila Bekti et Jonathan Cohen m'ont épaté dans leur performance dramatique et comique en tant que mère et fils. Il est intéressant d'assister à l'adoration musicale d'un enfant pour une artiste qui n'a jamais eu la plus belle des voix, mais qui a une émotion qui a saisi un large public. En 18e position, Thunderbolts, un film Marvel qui nécessite d'avoir en tête moult séries et films, ce qui perturbe l'introduction du métrage. Mais le film se savoure, passé cet effet comics, avec des personnages tout aussi humains que super-héroïques. Le méchant du film est un grand point fort et m'a vraiment donné envie de le revoir. Les scènes d'action ne sont pas les plus impressionnantes du MCU, d'un point de vue de l'échelle de pouvoir des membres de l'équipe Thunderbolts, ce qui est appréciable en soi. Et Bucky Forever, les enfants! Pensez à mes deux collègues Lumière sur Toile, Laurine et Anissa, qui ne vont pas me contredire sur ce point. En 17e position, Dogman, une proposition d'animation DreamWorks à teneur dramatique, avec un ton très décalé, des gags savoureux, un final un peu trop long et classique, mais topographiquement réjouissant. En 16e position, Un ours dans le Jura. Le ton potage de Franck Dubosc laisse place ici à une comédie noire avec une enquête policière à la Colombo avec Benoît Poelvoorde et donc on ne sait pas où le film va aller. Une belle galerie de personnages malgré quelques longueurs. En 15e position, F1, le film.
Un film qui parvient à être à la fois très traditionnel et moderne, tant dans son scénario que dans son propos et la place qu'occupent les différents personnages. Un film assez atypique en un sens, puisqu'à la fois classique et rafraîchissant, mais en définitive un métrage de grand spectacle que l'on veut suivre jusqu'à la fin, non sans trait d'humour. En 14e position, La chambre d'à côté, un film de Pedro Almodovar sur le droit de mourir qui n'est pas sans rappeler Blackbird, avec ici une scène très forte qui synthétise une pensée politique du réalisateur. Le film m'a vraiment ému sur le moment, mais il ne m'a pas autant transporté par la suite que je ne l'aurais imaginé, même si ça reste un excellent film, donc dans le très haut du panier cinématographique de l'année 2025. En 13e position, je ne l'ai pas fait exprès mais ça ne s'invente pas, 13 jours, 13 nuits. Un film sur l'exfiltration de nombreuses personnes de l'ambassade de France en Afghanistan pendant la chute de Kaboul en 2021, qui nous met vraiment en tension maximale lors de plusieurs scènes. Ainsi, Martin Bourboulon réalise sans nul doute pour moi son meilleur film de la décennie en cours, alors même qu'il n'est pas du tout dans un genre cinématographique dans sa zone de confort. Surprenant. En 12e position, La petite dernière. Quand les valeurs religieuses et familiales vous barrent la route de votre sexualité, ça peut vous donner un scénario avec des scènes fortes. La dualité mise en avant dans ce métrage nous mène jusqu'à une fin de film ouverte, sans l'être en soi, selon l'interprétation que l'on peut en avoir. Je trouve le film d'autant plus percutant qu'il joue presque, selon moi, une sorte de faux suspense final quant à l'acceptation ou non de l'homosexualité par les autres. L'actrice principale, Nadia Meliti, fait une entrée fracassante dans le cinéma avec ce métrage. Elle délivre une performance stratosphérique de crédibilité, de naturel et aussi de réalisme. J'ai vraiment hâte de la voir dans d'autres films. Quelques pertes de rythme ça et là, mais l'essentiel réside ailleurs, un très bon film important. En 11e position, aux portes du top 10, Bugonia. Sans conteste l'un des films les plus surprenants de l'année 2025 et même de la décennie en cours. La révélation du film m'a vraiment surpris. J'y réfléchis encore, car qu'a voulu nous dire le réalisateur Yorgos Lanthimos, à qui nous devons également La Favorite et Pauvre créature. Je crois que je ne sais toujours pas, mais ça continue de m'obséder. Ce film peut être facilement récupéré par tout bord politique à mon humble avis. Le point de vue dans ce film interpelle donc et donne envie de le revoir. Le film est gore et peut s'appuyer sur de belles performances, comme celle d'Emma Stone en patronne kidnappée. Je n'intègre pas ce film dans mon top 10 en raison de longueur en début de métrage, mais un film diesel très bien réalisé également. Et désormais, roulement de tambour, nous arrivons dans le top 10. Je répète, nous arrivons dans le top 10. En 10e position, On ira. Un intimisme vraiment attachant, palpable et propre à la patte de la jeune réalisatrice Henya Barou. Hélène Vincent, Pierre Lotin. Bon, je vais me calmer pour les suivants parce que sinon on a encore là demain. David Ayala et Juliette Gasquet forment une très belle famille de cinéma. La fin du film surprend car on n'est pas dans le pathos, dans le syndrome du larmoyant de l'extrême. Un intimisme discret jusque dans la fin de ce métrage, un premier film déjà très abouti pour atterrir si haut dans mon classement. En 9e position, Kaamelott, deuxième volet, première partie. Nous retrouvons ici l'esprit des premières saisons de Kaamelott avec des séquences purement comiques qui ne cherchent pas spécialement à faire avancer l'intrigue, ce qui a pu pas mal rebuter certains et certaines. En tant que fan de Kaamelott, j'avoue que j'ai pris mon pied en termes d'humour avec une superbe écriture, mais je comprends encore une fois qu'on soit déçu, voire mécontent de ce film. Puisqu'Alexandre Astier a d'une certaine manière créé un non-événement avec son film événement en théorie. Ça a tellement bien fonctionné que le film n'a attiré qu'1 million de personnes au cinéma tout juste. Il a pris un gros risque et je salue vraiment sa démarche, même si ça ne veut pas dire que je suis forcément en accord avec tous ses choix. J'étais même déçu du film sans recul, je l'avoue, juste après l'avoir découvert, mais j'ai laissé passer quelques jours, j'ai revu le film et passé la frustration qu'Alexandre Astier a voulu provoquer au public, et donc chez moi-même notamment.
j'ai commencé à apprécier de plus en plus ce métrage, signé sans conteste Alexandre Astier. Comme il le dit lui-même, il veut avoir la paternité de son œuvre. C'est le cas et on sent qu'il prend vraiment plaisir à concevoir ses films Kaamelott. J'attends donc le prochain film avec impatience. En 8e position, Jeune mère. Les frères Dardenne proposent une œuvre sociétale très réaliste avec un casting composé en grande partie d'amatrices et d'amateurs mûrement bien choisis. Un film très chargé en émotions avec l'utilisation de plans séquences et fixes en laissant vivre les scènes et en accentuant le malaise du public. Le film met en avant le doute des jeunes mères dans l'idée de garder ou non leur enfant. Différentes raisons potentielles sont mises en avant, des raisons propres aux mères ou extérieures à celles-ci. Différents parcours avec différents entourages également. Un film percutant sur la souffrance de la maternité et du potentiel rôle de mère à endosser dans sa vie. En 7e position, Fantastic Four, les 4 fantastiques, premier pas. Le film est une réjouissance absolue en tant que lecteur de comics des 4 fantastiques et plus globalement des comics de super-héros. La fidélité aux comics et l'amour du matériau d'origine se ressentent pleinement dans ce métrage. La limite réside peut-être dans le fait que ça en rend certaines avancées scénaristiques du film prévisibles car très conformes aux comics. Mais le film n'a pour autant pas eu peur d'être assez généreux en coupe au montage, ce qui peut sur le principe desservir un peu des personnages comme Ben Grimm et la Silver Surfeuse, mais à mon sens, cela permet surtout de ne pas s'éparpiller, de rester focalisé sur une histoire simple mais forte et prenante. Et la simplicité dans les films des super-héros, mais que ça fait du bien. En un sens, on a l'impression d'avoir un film Spider-Man, quand même généralement très simple, ou des films de super-héros des années 2000 ou 2010, mais avant un flot de complexité sans précédent avec ces histoires de multivers, séries et autres. Les scènes de famille et d'action et les effets spéciaux m'ont énormément plu dans ce film, dans une ambiance rétro-futuriste et musicale incarnée et iconique. Retrouver Pedro Pascal alias Joel dans Last of Us et Joseph Quinn alias Eddie dans Stranger Things, c'est très agréable également. Vanessa Kirby tient le rôle central dans ce film avec une détermination et une intensité remarquables. Et que ça fait plaisir de voir Galactus présenté ainsi dans un film. C'était jubilatoire. Passons désormais en 6e position. Superman de James Gunn. Le casting est déjà excellent avec David Corenswet en Superman, Rachel Brosnan en Lois Lane et Nicholas Hoult en Lex Luthor. Le traitement de la paternité de Superman est génial, surprenant, hyper ambitieux et délivre un discours profond et en phase avec l'humanité de Superman. Nous avons droit à une mise en parallèle brillante entre deux personnages ultra caricaturaux, le gentil mais candide Superman et le génie mais méchant Lex Luthor. La musique de John Williams réorchestrée à la sauce James Gunn m'a également conquis et marqué sur le temps long. Malgré des problèmes de rythme et scénaristique ça et là, je salue le parti pris du film, la profondeur et la portée politique et humaine du métrage. J'attire votre attention maintenant sur la question du conflit géopolitique dans ce film. Le message du film est clair et s'inscrit dans l'actualité mondiale actuelle, mais même intemporelle en soi, puisque la guerre n'a pas d'âge et n'a pas d'époque. James Gunn assume un message anti-Poutine, ici assez flagrant, mais plus globalement anti-génocidaire, ce qui ne fait jamais de mal à mon sens. Le film embrasse la naïveté et la bonté pure de son personnage de Superman, qui n'a d'autre vocation que de sauver des vies, la vie de millions d'innocents et d'innocentes qui risquent de la perdre. On a voulu instrumentaliser ce film en disant que ça allait dans le sens de l'interventionnisme états-unien de Monsieur Donald Trump, mais il n'en est rien, car rappelons-le, Superman ici est traité comme une personne qui vit certes à Métropolis aux États-Unis, mais qui est surtout un migrant de l'espace, pas un États-Unien nationaliste impérialiste à la solde d'un illuminé dont l'humanisme autoproclamé bizarrement ne concerne que des pays pétroliers.
Passons à la suite avant que je m'énerve. Non pas après ce film, mais après d'autres personnes. En 5e position, Dossier 137. Un film passionnant à suivre. On se rend compte que travailler pour la police des polices est un métier ingrat auprès du grand public et du milieu lui-même. Un personnage principal très positif, brillamment porté par Léa Drucker, trop positif pour certaines personnes, mais le film prend son temps, ce qui nous frustre dans la résolution de l'enquête. On bouillonne, on s'impatiente, on s'agace, on est en quête de compréhension de ce qui se passe et de justice, comme le personnage de Léa Drucker, ce qui est donc très bien senti. On accompagne vraiment le personnage dans sa démarche d'assainir la police, dans ses stratégies, dans ses déplacements, dans le bureau, sur le terrain, avec différents personnages et avec différents jargons professionnels qui rendent le tout très réaliste et crédible. Un panel de réflexion sur la police et les conséquences des bavures policières sur la société humaine. Il y a également de belles prises de conscience avec ce film qui nous fait réfléchir. En 4e position, bien accroché dans le top 5 et presque sur le podium, L'ours qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, non, je me suis trompé. L'homme, non, je vais y arriver. L'ours qui a vu l'ours, qui a vu l'homme. Le film m'a pris dans son élan de liberté. La quête de liberté, c'est l'intention de ce film réalisé par un artiste de plus de 90 ans que j'adore, Pierre Richard en personne. Il nous offre ici un sentiment d'oxygénation des plus agréables. Le film semble se dérouler sous nos yeux, sans calcul, avec un plaisir de nous conter une petite histoire simple, mais qui résonne en nous avec une délectation qui invite à nous libérer de toutes les prisons dans lesquelles nous pourrions être enfermés par les autres ou même par soi-même. Le duo Pierrot en vieille ermite, Timmy Joy Marbeau en jeune homme atteint d'autisme est purement très touchant. Les décors de Gruissant et des alentours sont apaisants et toujours aussi magnifiques à contempler. Les personnages et leur parcours sont très touchants. C'est donc un beau film qui nous atteint en plein cœur, un véritable ovni, objet filmique non identifié, que seul Pierre Richard pouvait nous proposer. Le film est signé avec une grande sincérité, très très fort Pierre Richard, donc bravo et merci Monsieur Pierrot d'exister avec ce film qui ne semble pas tout droit sortir de 2025, mais d'une année sans date où la tendresse Pierre Richaresque contamine le plus d'êtres humains et d'ours possible. Et je pense également que c'est le meilleur film de Pierre Richard en tant que réalisateur après son tout premier film Le Distrait, sorti en 1970. Et par ailleurs, sachez aussi, si vous ne le saviez pas, que j'ai pu proposer pas mal de vidéos sur la chaîne concernant la filmographie de Pierre Richard, donc si ça vous intéresse, foncez. Mais maintenant, l'autopromotion est terminée, puisque nous en arrivons au podium annuel. En 3e position, Wallace et Gromit, la palme de la vengeance. Aardman, mon studio d'animation adoré, complètement à contre-emploi de la productivité où il faut faire vite et bien, mais surtout vite. La technique de stop motion, image par image donc, et les textures de pâte à modeler dans ce film sont absolument impressionnantes et démentes. Le savoir-faire est exemplaire, toujours bel et bien, et me fascine donc toujours et encore. Le scénario et l'écriture sont d'une intelligence folle. Le scénario, au-delà d'être diablement efficace, est orné de tellement de petites idées ingénieuses et créatives que vraiment, moi, je suis toujours bel et bien sous le charme. Ce film surclasse largement pour moi Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou, qui était déjà à bien des égards un excellent film. Mais ici, je trouve qu'on atteint plutôt un niveau de plaisir égal aux épisodes de Wallace et Gromit les plus cultes et les plus réussis. Donc, bravo, c'est donc mon film d'animation de l'année 2025, sans concurrence. Et maintenant, place à la 2e position. En 2e position, je ne pensais jamais mettre ce film si haut. Avatar 3, de feu et de cendres. Ce film était... Non, je plaisante, je l'ai pas vu, j'en ai rien à carrer. En 2e position, Life of Chuck. Un choc métaphysique comme on en voit peu. Pas seulement au cinéma, mais plus globalement dans la vie. Ou quand la valeur et l'existence de l'existence sont convoquées au cinéma.
Il faut vraiment que je m'intéresse à cette œuvre de Stephen King, l'œuvre d'origine qui a permis ce film. Le montage du film contribue à la force narrative et thématique du scénario et à la portée de son message, avec un personnage principal que je ne suis pas prêt d'oublier, mais également les personnages qui gravitent autour de lui. Même si la voix off, par contre, est employée trop abusivement. Pour moi, c'est la vraie seule fausse note avec ce métrage. Sinon, c'est formidable. Le film peut tout aussi bien être considéré comme un film dépressif que comme porteur d'espoir d'une vie totale. Et j'avoue que la scène de danse est géniale, la scène de l'horloge est géniale, la dernière scène du premier acte est géniale. Bref, si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite franchement à le regarder. Il n'est pas passé loin d'être mon film de l'année, mais pour celui-ci, nous allons en parler tout de suite. Et donc, en première position, mon film de l'année 2025, qui succède ainsi à Shaun le Mouton 2, Scandale, De son vivant, Super-héros malgré lui, Anatomie d'une chute et Les femmes au balcon, n'est autre que La venue de l'avenir. Film aussi prévisible qu'imprévisible, film dont il est à la fois simple et compliqué de résumer l'histoire, de traiter de ses thématiques, de ses messages et d'exprimer clairement son avis dessus, mais c'est tellement agréable à suivre. Un film avec beaucoup de charme, j'ai été pris d'un souffle cinématographique rare. J'aurais aimé que le film dure plus longtemps, des transitions d'une époque à l'autre prodigieuses, une reconstitution troublante, une séquence de voyage temporel jubilatoire, un casting enivrant et habité, donc magistral, avec entre autres Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vincent Macaigne, Cécile Defrance, Pomme, Julia Piaton, Zinedine Soualem, des propos artistiques captivants et des parcours détonnants. Contrairement à ce que beaucoup de personnes veulent nous faire croire dans un monde très clivé, ce n'est pas du tout ici un film passéiste, mais un film qui cherche la nuance, ce terme existe encore, dans toutes les époques. Ce n'est ni un éloge du passé, ni du présent, ni une condamnation totale de l'une de ces deux époques. Les deux époques se nourrissent l'une de l'autre, tantôt pour le meilleur, tantôt pour le pire. Il y a une mise en parallèle entre un récit d'époque de fin du 19e et un récit de 2025. Un vrai propos sur le fait d'être capable de s'intéresser au passé pour réussir à encore mieux aller de l'avant ou comment des pas de côté dans la vie peuvent la transcender et nous mettre ou nous remettre sur les bons rails. Et en même temps, on ne peut pas résumer le scénario du film en une seule phrase et en une seule thématique. Et pour autant, le film est si clair sur ce qu'il veut nous dire, donc forcément, c'est un film doudou pour moi, j'aime ce film. N'hésitez pas à donner également vos films préférés de l'année 2025, me dire également les films où nous sommes en accord en termes d'appréciation, ou aussi, bien sûr, s'il y a de grands désaccords entre nous, ce sera un plaisir d'échanger dessus. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle année 2026 déjà bien entamée, mais qui sera encore bien longue, avec plein de belles choses, on l'espère. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Coucou, coucou, coucou. Il fait un drôle de bruit ce coq. Mais comme chaque année, j'étais vraiment ravi de proposer un bilan cocorico. Oh